Julien de tous ces talents. Alors, bonsoir ou rebonsoir. Merci d'être avec nous pour ce lundi face à face. Je le disais tout à l'heure, les buts sont multiples. D'abord, se voir, savoir qu'on n'est pas tout seul à la maison et qu'on peut encore discuter et partager. Les avantages de la visio, c'est que cela nous permet d'avoir des personnes qui ne sont pas que de Genève, en l'occurrence, et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir des membres qui sont ailleurs. Hein, Francine, toi, tu es du canton de Vaud. Voilà, ou Claude Laville, qui lui est responsable de l'antenne du CDE du Jura, et encore Camélia Moletta, qui elle est responsable de l'antenne de Fribourg, et qui je vois encore, voilà, et puis d'autres personnes qui vont nous rejoindre, même d'outre-Méditerranée. C'est les avantages de ces visios. Alors ce soir, évidemment, intelligence artificielle et santé, c'est dans le contexte du penser agir, tiré de l'excellent ouvrage de notre ami Xavier Comtesse, qui nous a donné en fait cette idée de ces partages-là. Penser agir, c'est le moment, plus que jamais. Peut-être Xavier, pourquoi avoir invité Anaïs Savila dans ton excellent ouvrage réunissant, il me semble, 56 intervenants, que je vous montre ici. Bon, en gros, j'en avais marre du casting de la presse romande, où on voyait toujours les mêmes personnes à la télé, à la radio et dans les médias papier. Et donc, sur ces 56 auteurs de ce livre, c'est une nouvelle génération, c'est des gens pas très connus, très intelligents, mais pas très médiatisés pour l'instant. Et je trouvais très important de donner la parole dans un sujet difficile qui est qu'est-ce qu'on va faire après cette pandémie, comment est-ce qu'on va s'organiser, où est-ce qu'on va, de faire appel à des intelligences du territoire. Donc, j'essaie de travailler sur ce qu'on appelle le principe de l'intelligence collective. C'est beaucoup de travail, c'est vachement intéressant. C'est toute la Romandie, du Jura à Carouge. Et il y a des gens extrêmement merveilleux sur ce territoire. Mais encore, il faut aller les chercher. Et Anaïs est parmi ces jeunes filles, ces jeunes dames, je ne sais pas comment exactement l'appeler, elle est universitaire, elle est juste brillantissime, vous allez voir, et c'est comme une bouffée d'air fraîche, comme une fleur du printemps, c'est magnifique. Merci. Merci Xavier de cette introduction très poétique qui me permet très très vite de passer la parole à Anaïs Savila, qui est notre invitée ce soir. Elle va d'abord se présenter avant de nous dire comment, grâce à l'intelligence artificielle, nous allons vivre 450 ans très très vite. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour l'applaudir avant qu'elle ne commence. Et ensuite, bonne conférence. Vous savez qu'après, vous aurez tous une minute, une large minute pour vous présenter, pour dire ce que vous pensez. Bravo Anaïs. Alors, merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Ok, top. Alors, je me présente brièvement. J'ai effectué mon bachelor en droit à l'université de Fribourg. Ensuite, je suis revenue à Genève pour faire mon master. Et je suis actuellement assistante doctorante à l'université de Genève au département de droit international privé. Et donc, je tiens tout de même à remercier Enza pour cette cordiale invitation et encore un grand merci, Xavier, pour cette opportunité que tu m'as offerte de contribuer à cette œuvre collective. Donc, je vous propose, comme vous le savez, on va parler d'intelligence artificielle et de santé aujourd'hui, donc un sujet tout à fait actuel. Et je vous propose de commencer directement avec ce schéma que je vous ai fait et qui va vous permettre de voir un peu les différents usages de l'IA en matière de santé. Donc, il y a la médecine préventive, la médecine prédictive, l'aide à la décision,
la robotique chirurgicale, l'assistance à domicile, le transhumanisme et enfin la lutte contre le coronavirus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu en revue tous ces différents domaines d'application. Puis je vais à chaque fois vous donner un exemple concret et ça va nous permettre ensuite de tirer les bénéfices de l'IA et les potentiels dangers. Et on finira avec la question cruciale de la responsabilité. Alors, tout d'abord, la médecine préventive. Donc, comme son nom l'indique, ça consiste à prévenir des pathologies. Et donc, un exemple d'application concrète assez surprenant, c'est l'exemple de la start-up américaine Forward, qui se présente vraiment comme le cabinet médical du futur. Et donc, l'idée, c'est un peu d'instaurer une pratique de suivi constant des patients à distance à l'aide d'objets connectés. Donc, l'entreprise, elle fournit toute une panoplie d'objets connectés, que ce soit des montres, des bracelets, des balances connectées, des moniteurs de sommeil. Et l'idée, vraiment, c'est vraiment de pouvoir capter toutes les constantes physiologiques des patients à l'aide de ces objets. Et donc, avant tout, l'entreprise, elle commence par récolter toute une quantité de données sur le patient, donc sa taille, son poids, sa pression artérielle. Ils font même des prélèvements de salive. Enfin, ça permet vraiment de créer un profil du patient. Et ensuite, l'entreprise, elle promet une disponibilité permanente de médecins, donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et dès que le système il détecte une anomalie, enfin une évolution anormale de la santé du patient, eh ben, il programme automatiquement une visite chez le médecin. Et donc, ça permet vraiment d'assurer une surveillance à distance et de prévenir d'éventuelles maladies. Et la particularité de ce cabinet médical du futur, c'est qu'il fonctionne via un abonnement mensuel, en fait. Le patient, il paye $150 par mois. Et ensuite, l'entreprise, elle promet un nombre illimité de consultations, de vaccinations et de médicaments. Et donc là, on voit déjà un peu le risque déjà de creuser des inégalités qui existent déjà entre ceux qui auront les moyens de payer un montant forfaitaire relativement élevé et ceux qui ne l'auront pas. Donc voilà, ça c'était un petit exemple de médecine préventive à l'aide du suivi à distance et des objets connectés, mais il y a d'autres exemples. Ensuite, la médecine prédictive. La médecine prédictive aussi, comme son nom l'indique, ça consiste à prédire une pathologie ou son évolution si la maladie est déjà installée. Et un exemple assez surprenant, apparemment depuis 2017, Facebook utiliserait l'intelligence artificielle et plus précisément le machine learning pour surveiller le comportement de ses utilisateurs en ligne et pour détecter des tendances suicidaires. Donc voilà, Facebook se vante de prédire et de prévenir le suicide. Donc là aussi, on voit tous les problèmes que ça peut poser en termes de protection des données personnelles. Et donc voilà, ça c'était un petit exemple de médecine prédictive. Ensuite, il y a l'aide à la décision. Donc, comme son nom l'indique, c'est destiné à aider les médecins à prendre une décision et non pas à remplacer le médecin. Et donc, c'est des logiciels en fait qui sont constitués d'algorithmes prédictifs et qui sont capables d'établir des diagnostics et de suggérer des traitements très rapidement. Parce que concrètement, en fait, les logiciels, ils se nourrissent d'une grande quantité de données, donc notamment celle du patient, mais aussi toute une documentation médicale très diversifiée dans en fait, tout ce qui est disponible en ligne, que ce soit des articles scientifiques, des revues journalistiques, même des forums où les patients ils discutent de leur maladie, des blogs, des tweets, enfin vraiment tout ce qu'il y a en ligne. Le logiciel, il est capable de stocker, de traiter et de comparer toutes ces données pour ensuite proposer un diagnostic ou voire même un traitement. Et donc, ça peut être très utile pour les médecins, surtout en cas d'urgence, en fait. Les médecins, ils n'ont pas la capacité d'ingérer autant d'informations en si peu de temps. Et un des exemples d'applications concrètes, c'est le logiciel Watson, développé par l'entreprise IBM, qui surpasserait les médecins pour ce qui est de diagnostiquer certains cancers. Donc, cancer de la langue, il me semble, cancer du poumon, cancer du sein.
Et donc, grâce à sa capacité de stocker autant d'informations, Watson atteindrait un taux de précision plus élevé que les spécialistes en la matière. Et donc, ce logiciel Watson, il serait capable de traiter, je crois, 300 pages de données en une demi-seconde. Donc, le cerveau humain n'est juste pas capable de faire ça. Mais après, Watson, il a beaucoup été médiatisé pour sa performance et ses succès, mais on a un peu moins entendu parler de ses erreurs, parce qu'en fait, Watson, il a commis des erreurs. Et il a même proposé un traitement à un patient qui était cancéreux et qui avait de graves hémorragies. Et le traitement que Watson a proposé, en fait, était de nature à aggraver les hémorragies. Donc, il faut quand même faire attention, hein. Ces logiciels, comme toute technologie, ils ne sont pas infaillibles et ils dépendent aussi beaucoup des données qu'on introduit dans le système. Et après ces scandales, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Et en fait, ce n'était pas vraiment la technologie qui était à l'origine de ces erreurs, mais plutôt la qualité des données, en fait. Et en fait, on a remarqué que IBM était tellement précipité à vouloir mettre sur le marché une médecine personnalisée comme ça qu'ils ont un peu perdu de vue qu'il fallait quand même que les données elles soient de qualité, suffisamment représentatives et adaptées au cas d'espèce. Donc là aussi, on voit à quel point la qualité des données d'apprentissage, elle est juste essentielle pour que le logiciel il fournisse une proposition cohérente, pertinente et utile. Ensuite, on a la robotique chirurgicale. Donc ça, c'est les robots chirurgicaux qui permettent d'aider les médecins à réaliser des opérations qui nécessitent une haute précision. Et donc, un exemple concret, c'est le fameux robot Da Vinci qui permet de réaliser plusieurs opérations, notamment en urologie et en gynécologie. Mais par contre, il faut savoir là que c'est vraiment le chirurgien qui manipule les instruments chirurgicaux avec des manettes, donc à distance. Donc, le robot, il n'a pas la capacité d'intervenir par lui-même. Il n'a pas la capacité de prendre une décision tout seul. C'est vraiment le chirurgien qui décide comment le robot va agir. Donc, le robot, il fait tout ce que le chirurgien lui demande. Donc, c'est plus de la robotique mécanique plutôt que de l'intelligence artificielle. Mais je trouvais intéressant de le noter parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages avec la robotique chirurgicale, notamment les gestes, ils sont beaucoup plus précis. La durée d'hospitalisation, elle est généralement plus courte. Il y a moins de douleurs post-opératoires, il y a moins de risques d'infection. Le temps de rétablissement, il est plus court. Et aussi, apparemment, la taille de la cicatrice, elle serait plus petite que si c'était le chirurgien qui avait fait lui-même l'opération. Ensuite, on a l'assistance à domicile. Donc ça se manifeste généralement par des robots d'assistance ou des robots compagnons. Et donc, ils permettent d'interagir en fait avec les personnes en difficulté, hein, que ce soit les personnes âgées, les personnes fragiles ou les personnes handicapées. Et en fait, c'est vraiment cet exemple typique des robots humanoïdes qui visent à imiter le vivant et à interagir avec les êtres humains. Et donc, il y a plein d'exemples d'applications concrètes, hein, notamment au Japon, il y a beaucoup de ces robots humanoïdes qui sont déjà sur le marché. Mais j'ai pris l'exemple du robot compagnon Buddy, qui est capable en fait d'assister les personnes âgées, par exemple en leur rappelant des rendez-vous qui sont dans l'agenda, en leur rappelant qu'il faut prendre des médicaments, en surveillant même la maison. Ils peuvent vérifier s'il n'y a pas des intrusions suspectes ou s'il n'y a pas des éventuels cambriolages. Et donc, ça peut quand même être utile. Et avec le Covid, là, actuellement, on a remarqué que les ventes de ce type de robots compagnons avaient juste explosé, justement parce que les personnes âgées se retrouvent isolées, toutes seules, et elles ont besoin de compagnie. Après, le risque avec ces robots compagnons, c'est que les personnes se lient d'affection et qu'elles développent une espèce de relation un peu avec le robot.
Et puis, il y a un risque un peu de brouiller la frontière entre l'humain et le robot. Ensuite, on a le transhumanisme. Donc ça, de manière générale, ça consiste à améliorer les capacités physiques et mentales des êtres humains, voire même à les rendre immortels, selon les projets de grands transhumanistes. Mais de base, il faut savoir quand même que le transhumanisme, c'est quand même destiné à aider les personnes paralysées, les personnes qui sont atteintes du Parkinson, par exemple, ou les personnes aveugles. Donc, on peut, par exemple, rendre la vue à un aveugle en lui implantant une lentille de contact bionique, ou bien on peut aider quelqu'un à remarcher s'il a perdu une jambe en lui implantant une prothèse intelligente. Ou encore, pour le Parkinson, on peut stimuler le cerveau pour aider à lutter contre cette maladie. Donc ça, c'est un peu tous les objectifs, je dirais, louables du transhumanisme, donc d'aider les personnes qui en ont besoin, les aider à s'améliorer, à guérir. Mais l'étape suivante, en fait, c'est d'augmenter l'être humain qui, en réalité, n'en a pas besoin, qui est en bonne santé. Et ça, c'est typiquement plusieurs visionnaires comme Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Ray Kurzweil, donc l'ingénieur en chef de Google, qui ont le projet de connecter le cerveau humain avec un ordinateur ou avec Internet, de manière plus générale, pour que le cerveau humain ait accès à une quantité colossale d'informations. Donc, c'est l'idée un peu de rendre le cerveau connecté. Et voilà, donc c'est là où ça devient un peu anxiogène. Après, il y a d'autres projets aussi qui consistent à lutter contre le vieillissement et donc à rendre immortels les êtres humains. Mais pour l'instant, tous ces projets, ils sont loin d'être aboutis, hein, notamment en raison d'obstacles non seulement éthiques et moraux, mais aussi juridiques, hein, parce qu'il faut bien savoir que d'intervenir comme ça sur le corps humain, c'est quand même une atteinte à la dignité humaine. Mais il y a quand même en Suède une sorte de début de transhumanisme. Il y a 4000 personnes volontaires qui ont été d'accord qu'on leur implante une puce dans le cerveau pour pouvoir ouvrir des portes ou servir de carte d'accès. Donc voilà, ça c'était pour le transhumanisme. Et enfin, la lutte contre le coronavirus. Donc effectivement, plusieurs États ont fait appel à l'IA pour lutter contre la pandémie, hein, notamment pour diagnostiquer plus rapidement le Covid, pour surveiller la propagation du virus, ou encore pour vérifier que la population respecte bien les mesures de confinement. Donc là, j'ai plusieurs exemples concrets et vraiment réels. Donc, en matière de diagnostic, par exemple, la société chinoise Alibaba, qui est actuellement très médiatisée, elle a formé une IA pour diagnostiquer le Covid en 10 à 15 secondes, alors que normalement, ça prendrait minimum 10 à 15 minutes pour un médecin expérimenté. Et cette IA en question, elle aurait aidé au moins 26 hôpitaux en Chine à détecter plus de 30 000 cas. Donc ça, c'est plutôt les aspects positifs de l'utilisation de l'IA en matière de lutte contre le coronavirus. Après, il y a tout ce qui concerne la surveillance de la population qui est un peu moins joyeuse. Donc, notamment à Singapour, en Israël et à Taïwan, ces pays ont fait usage de l'IA pour vérifier que la population respectait bien les mesures de confinement. Et comment ils ont fait ça? Simplement avec la géolocalisation via les smartphones. En France aussi, les autorités, elles ont utilisé des drones pour vérifier que les mesures de confinement étaient bien respectées. Et enfin, l'exemple que vous trouvez sur la slide, là, en Chine, dans la province du Sichuan, les forces de l'ordre sont équipées de casques intelligents qui leur permettent de détecter si la température corporelle d'un individu est trop élevée. Donc voilà, après ce petit tour d'horizon, on peut assez facilement identifier les bénéfices de l'IA et aussi les risques. Donc s'agissant des bénéfices, évidemment, il y a anticiper et guérir les maladies. Il y a améliorer la qualité des soins, comme je le disais, avec la robotique chirurgicale qui sont beaucoup plus précis, les cicatrices, elles sont plus petites, il y a moins de douleurs post-opératoires, etc.
On peut aussi réduire les risques d'erreurs médicales et aussi évidemment réduire les coûts de la santé. Parce que si on détecte une maladie précoce et qu'on arrive à la prévenir en agissant suffisamment tôt, c'est sûr qu'on va débourser moins d'argent pour une future opération ou un futur traitement. Mais attention, ces bénéfices ne doivent pas nous faire perdre de vue qu'il y a bien des risques liés à l'IA en matière de santé. Et donc, voilà, un système peut tout à fait proposer un diagnostic erroné ou un mauvais traitement, hein, avec toutes les conséquences que ça implique en termes de préjudice. Ensuite, il y a tout ce qui touche à la protection des données, hein. Donc, comme vous le savez, pour fonctionner, ces systèmes, ils ont besoin de récolter une quantité colossale de données, y compris celles à caractère personnel, ce d'autant plus que les données de santé sont considérées comme des données sensibles en vertu de la loi. Ensuite, comme je le disais aussi, il y a des risques d'inégalité de traitement entre ceux qui auront les moyens de se payer une prothèse connectée et ceux qui devront se résoudre à souffrir, hein, faute de pouvoir s'en offrir une. Et comme je le disais aussi, il y a ce brouillage de la frontière entre humains et robots, notamment avec les robots compagnons et tout ce qui touche au transhumanisme. Donc, avant de passer à la question de la responsabilité, je pense que c'est important d'identifier un peu les facteurs de risque. Donc, il y a la qualité des données d'apprentissage, comme je le disais, qui est essentielle pour parvenir à des bons résultats. Donc, il faut vraiment que les données soient suffisamment complètes et triées et qu'elles soient suffisamment représentatives. Ensuite, il y a tout le problème de l'opacité des algorithmes. Donc, les algorithmes, ils fonctionnent comme des boîtes noires. On n'arrive pas vraiment à comprendre le raisonnement de l'algorithme. On sait les données qui sont introduites, on connaît le résultat qui est proposé par la machine, mais on ne comprend pas comment la machine est arrivée à ce résultat. Et ça pose de gros problèmes, notamment en ce qui concerne le lien de causalité à prouver, que la victime doit prouver en responsabilité civile. Et ensuite, les classiques défaillances technologiques. Hein. Donc, imaginez un robot qui transporte une personne âgée chez elle parce qu'elle n'arrive pas à se déplacer et que le bras du robot, il lâche. Bah, ça, c'est une défaillance technologique qui peut causer des préjudices, hein, notamment corporels. Et donc, on en vient à la fameuse question de la responsabilité. Donc, qui est responsable en cas de préjudice causé par une IA ? Donc, je vous ai donné plusieurs exemples, mais imaginons un logiciel d'aide à la décision parvient à la conclusion que le patient n'est pas atteint du cancer alors qu'en fait, il l'est. C'est quand même problématique. Qui est responsable ? Et là, bah, évidemment, il y a toute une série d'acteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, notamment tous les producteurs au sens large. Hein. Donc, ça inclut le concepteur de l'IA, le programmeur, le producteur du produit fini, donc tous ceux qui sont intervenus dans le processus de fabrication du système d'intelligence artificielle, ils peuvent être responsables en vertu de la LRFP, donc la responsabilité, la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Ensuite, on peut se demander si le médecin ne pourrait pas être tenu pour responsable s'il agit dans un cadre privé, ou encore l'hôpital, si le médecin agit au sein d'un hôpital public, auquel cas, ça sera la responsabilité de l'État qui entrera en ligne de compte. On pourrait éventuellement se demander si le patient ne devrait pas assumer les risques en acceptant qu'une intelligence artificielle soit utilisée dans le cadre de ses soins. Et après, voilà la question classique, l'IA elle-même. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur cette question. Je crois que vous avez eu une présentation avant Noël de maître Jeanne-Lise Favre et maître Lesguine, Polater. Mais donc voilà, la responsabilité de l'IA elle-même, il faudrait dans ce cas-là conférer un statut juridique à l'IA. Et puis moi, je pense pour l'heure que ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a toujours des êtres humains derrière, que ce soit les machines, les robots, les logiciels, il y a toujours des gens qui les conçoivent, qui les construisent, qui les utilisent. Et je pense qu'il faut quand même avant tout rendre responsable l'être humain de ses créations et de ses choix. Donc voilà, mais je voulais quand même brièvement vous parler de la responsabilité du producteur.
Donc, le lésé doit prouver le préjudice. Donc, ça ne pose pas de problème. Hein, du moment qu'il aura subi un préjudice, il est là. Ensuite, il doit prouver le défaut du produit. Donc, le défaut du produit, ça s'entend comme le manque de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Donc, déjà, la première question qui se pose, c'est à quelle sécurité on peut légitimement s'attendre d'une IA? Est-ce que c'est une sécurité absolue, compte tenu de l'infaillibilité annoncée des décisions algorithmiques, ou est-ce que c'est une sécurité relative, comme un médecin pourrait se tromper? Donc ça aussi, il appartiendra peut-être à la jurisprudence d'adapter un peu ces notions avec ces nouvelles technologies. Et ensuite, comme je le disais, le lien de causalité entre le défaut du produit et le préjudice qui peut s'avérer être très difficile à prouver car les algorithmes fonctionnent comme des boîtes noires. Donc, c'est vraiment essentiel de favoriser la transparence, peut-être en obligeant les concepteurs à rendre plus intelligible leur système et plus compréhensible, peut-être en insérant des boîtes noires qui permettent de retracer le raisonnement. Et enfin, pour terminer, la responsabilité du médecin. Donc là, le lésé doit prouver le préjudice, la violation du devoir de diligence et le lien de causalité entre les deux. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est une violation du devoir de diligence? Est-ce que si le médecin il se fie aux recommandations de l'IA, il aura violé son devoir de diligence, sachant que les IA sont de plus en plus performantes? Ce serait un peu compliqué de reprocher ça au médecin. Donc, le médecin, il est vraiment dans une situation délicate. S'il suit la recommandation de l'IA et qu'elle s'est trompée, on va lui reprocher de l'avoir suivie. Et s'il ne suit pas une recommandation de l'IA alors qu'elle était correcte, on va lui reprocher de ne pas l'avoir suivie. Donc, je pense, pour résoudre un peu cette problématique, déjà, c'est essentiel que les médecins ils reçoivent une formation de base sur comment fonctionnent les algorithmes et comment fonctionne l'IA de manière générale pour qu'ils puissent ensuite justifier leur choix d'avoir suivi ou pas la recommandation fournie par la machine. Donc voilà, en conclusion, vous l'aurez constaté, l'IA est source de progrès bénéfiques pour la société, mais elle présente aussi des risques et il faut anticiper ces risques, il faut encadrer juridiquement l'utilisation de l'IA, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans tous les autres domaines. Après, on a quand même un cadre juridique suffisamment, avec des bases suffisamment solides et quand même assez cohérents, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à préciser, à adapter, afin que le cadre juridique soit adapté à ces nouvelles technologies. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse maintenant la parole. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un bel applaudissement à Anaïs Salila, s'il vous plaît. Merci beaucoup Anaïs, comme c'est intéressant. Juste avant de donner la parole à tout le monde, quand est-ce que les robots n'auront plus besoin de nous? Bon, on verra. C'est une bonne question. Très bien. Alors, je vais vous donner la parole un peu, peut-être de la manière où je vois sur mon écran. On n'a pas tous le même écran. Alors, Francine, je sais que ce sont des sujets qui te passionnent, évidemment. Oui, c'est vrai. Tu as ta minute. Merci beaucoup. Donc, pour me présenter en 2 mots, moi, je suis Francine Bielavski et j'ai créé un concept qui aide les entreprises à vendre mieux, qui s'appelle l'antitechnique, donc essentiellement axé sur l'humain. Et c'est vrai que si on s'intéresse à l'humain, on s'intéresse évidemment à ce qui touche à sa santé. Moi, je suis une passionnée effectivement de ce fonctionnement et pour avoir effectivement vécu quelques cas graves autour de moi ces derniers temps, je peux dire que déjà, bon, je l'ai écrit sur le chat, mais déjà parfois les médecins ne sont pas eux-mêmes sûrs de leur diagnostic et de ce qu'il va falloir faire comme traitement et ils ont besoin je dirais, de corroborer leurs avis entre eux.
Donc, pour programmer correctement un robot en fonction de choses qui restent quand même aléatoires d'un corps à l'autre, les corps ne sont pas les mêmes, ne réagissent pas les mêmes, ne sont pas, chacun a son entité génétique différente et c'est très compliqué. Donc, en intelligence artificielle, ça doit être effectivement très, très compliqué. Merci Francine. Vous avez 1 minute Ok. pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais je pense que le sujet est absolument vaste, passionnant d'avis. Anaïs, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, et surtout, le problème, en fait, c'est que même des fois, les concepteurs d'IA ne sont même pas eux-mêmes des professionnels de la santé. Donc, ça pose encore plus de problèmes pour accentuer celui que vous avez soulevé. C'est le grand problème, effectivement, aussi en ce qui concerne actuellement. Enfin bref, on fera plus long que la minute, ça ne va pas le faire. D'accord. Merci beaucoup. Magali, tu as notamment souligné la façon dont la conférencière parlait des risques d'inégalité. Tu as ta minute. Il faut ouvrir le micro, voilà. Merci. Vous m'entendez? Parfait. Ah, oui, j'étais très touchée par ce souci. C'est tout à fait à son honneur, mais disons, par les temps qui courent, vu le système des pharma et des systèmes de santé en général, en particulier aux États-Unis, je pense qu'on n'est pas prêt de voir s'apaiser les inégalités hein, dans ce domaine-là. Donc, de toute façon, et à travers la planète, n'en parlons pas. Non, mais c'est clair qu'on pourrait espérer, en même temps qu'un progrès scientifique, de plus en plus d'étatisation de la recherche fondamentale, comme par exemple, ça se passe au CERN, qui dépose très peu de brevets et qui recherche de façon internationale et désintéressée, enfin avec des budgets nationaux qui s'additionnent. Parce que c'est clair que tant que ça restera entre des mains privées, ben, il faudra bien que ça soit rentable et que ça soit payé forcément par ceux qui ont les moyens de le faire. Voilà, j'ai une petite réflexion politico- annexe, disons. Magali Orsini est ancienne députée sur le canton de Genève et dans les chiffres, expert comptable. Anaïs, un rebond là-dessus? Non, pas spécialement. Mais oui, pour les inégalités, c'est sûr qu'elles sont déjà là, hein, déjà existantes, et elles vont que se creuser avec l'IA, malheureusement. Donc, il faudrait peut-être établir les nouveaux... Enfin, non, les droits fondamentaux sont déjà là, mais je ne sais pas, appuyer ces droits fondamentaux d'une façon ou d'une autre, les rappeler aux concepteurs ou à tout un chacun. Peut-être en question complémentaire, Anaïs, est-ce qu'au fond, ça ne nous échappe pas déjà un peu tout ça? Le temps qu'on essaie de faire quelque chose pour réglementer, est-ce qu'on n'est pas déjà ailleurs? Bah, écoutez, après, le risque, c'est d'avoir soit un train d'avance, soit un train de retard. Donc, je pense qu'il faut quand même suffisamment prendre du recul avant de créer des lois qui risqueraient de freiner l'innovation. Faut quand même être prudent vis-à-vis de ça. Merci beaucoup. Camélia Moletta, depuis Fribourg. Bonsoir Enza, bonsoir tout le monde. Anaïs, j'aurais une question. C'est Camélia Moletta, directrice de Reg Balance. J'adore la médecine, donc le sujet de ce soir, ça me passionne. J'aurais une question pour vous. Concernant la médecine du futur avec les bracelets pour les patients, vous avez parlé de certaines imperfections, disons des erreurs médicales. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, si cette collaboration entre médecins et les patients, certains patients qui vous indiquent une diagnose qui n'est pas tout à fait en adéquation avec vos données de l'IA, c'est-à-dire une dépendance à un médicament qui n'est pas indiqué, et le traitement automatiquement s'affaisse. Mais donc, vous parlez des données qui sont introduites dans les objets connectés. Exactement. Les données sont fausses. Non, les données sont correctes, sauf que les patients, après que les données sont rentrées dedans, il prendra des autres médicaments qui ne sont pas inclus ou que l'organisme ne les détecte pas. Donc, que la machine proposerait un mauvais traitement, c'est ça? Oui, c'est ça.
Bah, c'est tout le problème des propositions fournies par l'intelligence artificielle. Après, comme je le disais, la décision finale de proposer un traitement ou de poser un diagnostic, elle revient quand même toujours au médecin. C'est pour ça que c'est des aides à la décision et non pas une prise de décision par la machine. Le médecin, il doit toujours avoir la décision finale. Ok, merci. Pour l'instant, en tout cas. Merci Anaïs. Alain Guiguer. Oui, bonsoir. J'ai en particulier une activité de guérisseur où moi je travaille avec les énergies des personnes. Et donc, moi, je vois une double problématique, en tout cas avec l'intelligence artificielle. J'ai aussi un diplôme d'ingénieur en informatique. Donc, c'est déjà le droit de l'accès à l'information. Il faut voir que qui, au niveau des risques inhérents à ça, vous avez fait plus sur la personne que la personne elle-même. Et c'est quelles personnes auront accès à ces informations. Et les personnes sont toutes puissantes, d'accord? On n'a qu'à voir ce qui se passe avec Facebook, Google et compagnie. Donc, avec ça, typiquement, après, je me dis, qui peut se permettre de faire des développements pareils? L'intelligence artificielle, c'est des multinationales qui vont derrière vendre des médicaments en tonnes. Et donc là, après, je vois encore une emprise supérieure de certains groupes sur l'humain. C'est déjà pas triste maintenant, mais ça va encore, à mon avis, se multiplier beaucoup plus avec ce genre de système-là. Par contre, j'ai une question là. Comment est après l'approche au niveau des techniques alternatives de guérison qui sont extrêmement efficaces, mais qui ne sont pas répertoriées parce que si elles étaient répertoriées, ça met complètement en bas le modèle économique et le modèle statutaire, notamment de tout ce qui est donc hôpitaux et systèmes médicamenteux traditionnels. Oui, bah là, justement, on en revient en fait à la qualité des données d'apprentissage. Donc, forcément, les données, elles sont forcément introduites par des êtres humains et forcément, bah, leur qualité, elle va varier en fonction des acteurs qui ont plus ou moins des intérêts économiques derrière à fournir telle ou telle donnée. Et ça, c'est tout le problème de l'IA, en fait, qui se nourrit constamment de données. Et si les données ne sont pas complètes ou pas triées ou simplement biaisées, ça arrive à des résultats pas forcément pertinents. Et donc ça, bah, c'est aux concepteurs, aux utilisateurs d'entrer des données suffisamment représentatives pour aboutir à des résultats concluants. Mmh. Oh, juste par exemple, un exemple concret, je me dis par exemple, dans le cas coronavirus, on a appris qu'au sud de la France, avec l'hydroxychloroquine, on pouvait traiter ça en quelques jours et c'était réglé. Mais aucun État ne propose ce médicament pour la guérison, par exemple, du coronavirus. Donc, je me dis, c'est intéressant de voir après si on a l'intelligence artificielle qui vient proposer pour des traitements, quels seront les traitements qui seront en finalité proposés lorsque l'intelligence artificielle aura détecté une maladie. Et ce sera un traitement qui peut coûter extrêmement cher et qui est réservé, par exemple, à une élite. Et un médicament très bon marché, disons une autre alternative médicale, ne sera pas proposé, pas simplement pas répertorié au niveau des données, par exemple. Bon, je ne veux pas monopoliser, mais voilà simplement, je dirais, au niveau des traitements, des techniques alternatives aujourd'hui qui ne sont même pas proposées dans le cadre humain. Et qu'est-ce que ça va être le jour où on a l'intelligence artificielle? Moi, je suis pour cette intelligence artificielle. Je vois simplement une problématique encore supérieure avec des intérêts encore supérieurs. Merci Alain. Merci Alain. Encore un vaste sujet. Marek, pardonne-moi, je ne vais pas tenter ton nom de famille. Voilà. Bonsoir tout le monde encore une fois. Mon nom de famille, c'est très simple. Tout le monde peut le prononcer en Pologne. C'est Przeorski. Mais Marek, ça va aussi bien. Moi, je suis un hôtelier, donc autant qu'un hôtelier qui a géré des hôtels à travers le monde entier, peut-être pas le monde entier, mais en tout cas la France, la Suisse, l'Asie du Sud-Est, et puis enfin la Pologne. La santé, c'est essentiel pour ainsi dire, parce qu'on travaille pour les gens et avec des gens. Donc, la santé, c'est un sujet qui est très important, qui est
tellement vif pour les clients et puis pour le personnel de l'hôtel qu'on ne peut pas le négliger. C'est pour ça que je voulais participer à cette conférence, plutôt pour entendre quelque chose que pour dire. Mais puisque j'ai la parole, je peux vous donner un exemple que nous, les hôteliers, on organise beaucoup de conférences aussi, des conférences médicales. Et puis, il y avait Anaïs a donné un exemple des opérations à distance. Et puis, c'est ce qui se passe dans les hôtels. Voilà. Donc, moi, j'ai eu le plaisir aussi de donner la salle de conférence pour une telle opération qui était faite depuis les États-Unis, en Pologne. Donc c'est l'avenir. Si on le veut ou pas, si on le craint ou pas, je pense que n'y a pas d'autre solution. Surtout avec le Covid, tout ce qui se passe. Et puis là, le problème de voyage, je pense que l'intelligence artificielle peut beaucoup aider. Merci beaucoup, Marek. Anaïs, vous voulez rebondir là-dessus? Donc, en fait, on n'aurait plus besoin tellement d'hôpitaux. Les hôtels vont être suffisants? Pas pour tout de suite, quand même, j'espère. Mais... Pas pour tout de suite, mais c'est en train de se faire. Donc, il y a certainement l'avenir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, Xavier, tu aimerais intervenir? J'aime beaucoup cette idée de l'hôtel-hôpital. Je suis tenant d'une économie fractale. Ce que la pandémie va nous amener, c'est des concepts globaux, mais des usines locales. Hein. La 3D printing, c'est ça. L'hôpital dans une chambre d'hôtel, c'est ça. Je pense qu'on va vers une énorme décentralisation, une délocalisation de tout. Les grands hôpitaux resteront. Anaïs, je suis d'accord avec toi, mais les opérations pourront se faire à domicile, pourront se faire dans les hôtels. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous avions passé pendant une centaine d'années avec la première révolution industrielle vers une concentration sans fin. Et maintenant, on voit, et la pandémie va aider énormément, un monde totalement décentralisé. Et je dis ça fractal parce que, dans le fond, une conception globale peut être fractalisée localement. Chaque action locale aura exactement le même comportement que global. Donc, je suis pour votre approche de l'hôtel-hôpital. Intéressant. Merci, Xavier, de ça. Luc, lui, essaye de nous ramener à ce qui fait le nerf de la guerre, les finances et l'argent. Luc? Non, pas précisément, c'était plutôt en guise de clin d'œil. Moi, je suis médiateur et coach, et puis je voulais dire à ce titre-là que s'il n'y a pas d'intelligence collective, je n'ai pas de raison d'être professionnel. Donc, par définition, par nature et par conviction, moi, je fonctionne comme ça. Cette discussion que je trouve tout à fait passionnante, ne serait-ce que parce que j'ai passé aussi toute ma carrière en lien proche avec le secteur de la santé, me rappelle qu'entre la fin des années 90, la fin des années 80, le début des années 90, j'ai été en charge de la mise en place du premier système d'information clinique aux soins intensifs de médecine de l'hôpital de Genève. Et puis qu'il s'agissait à ce moment-là de relier la plupart des automates pour arriver à avoir le premier exemplaire du dossier intégré du patient. Et qu'à ce moment-là, Xavier, on commençait déjà à parler et à développer des systèmes qui permettaient de faire de la télémédecine, et en particulier dans les pays où les médecins et les patients étaient très éloignés. Et en Europe, c'était en Scandinavie. C'est pour ça que la Suède, la Norvège sont des pays qui ont pris beaucoup d'avance à ce moment-là, qui l'ont conservé avec la télémédecine. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique qui en bénéficie, et c'est tant mieux. Et à ce moment-là, et je finirai avec ce deuxième petit clin d'œil avant d'être un tout petit peu plus sérieux, quand je m'occupais de ce projet, j'ai eu plusieurs discussions passionnantes avec
une grande dame dont le nom m'échappe maintenant, qui était une mathématicienne de New York, pure souche, elle se revendiquait comme telle, et elle disait à propos de l'intelligence artificielle, puisqu'on en parlait déjà à ce moment-là, elle disait ce serait pas mal qu'on en finisse d'abord avec la stupidité naturelle. Je la cite. Plus sérieusement, je m'étonne un peu de ce qu'on ait peur. Enfin, je veux dire, c'est lié à tout effet de nouveauté. Un jour, il y a un type qui a dit que la Terre était pas plate. Ben, ça a fait peur à certains. Et puis aujourd'hui, s'en remettre aux médecins. Moi, je m'en remets volontiers aux médecins quand j'y vais, mais n'empêche que le médecin, lui aussi, est faillible. Vous en voulez qu'un seul exemple, ben, le biais de cognition. Voilà, il cherche ce qu'il veut trouver, c'est tout. Je termine avec ça. C'est juste pour dire que, voilà, laissons sa chance à l'intelligence artificielle et surtout balisons le chemin et puis établissons quelques règles de comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Luc. Anaïs, un rebond? Oui, bah forcément, les médecins font clairement des erreurs, mais ça, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine. Alors que les systèmes d'intelligence artificielle, ils sont quand même développés pour être plus performants que nous dans certaines tâches. Et donc, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur, en fait. Mais oui, forcément, laissons la chance à l'intelligence artificielle qui est vraiment bénéfique pour beaucoup de secteurs. Et il y a toujours une phase de test, une phase de début. Il y aura forcément toujours des erreurs, mais... Je pense que si c'est un humain qui fait l'erreur, c'est déjà plus pardonnable que si c'est un système d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors, Daniel Jakubczak, lui, nous vient de Franche-Comté et non du pôle Nord, comme cela pourrait sembler. Daniel, quel plaisir de te voir. C'est simplement une photo qui vous présente les chutes de neige que nous avons eues depuis quelques jours. Merci Elsa pour tes présentations, pour l'ensemble de ces manifestations. Anaïs, bravo, parce que c'était clair, net et précis. 3 remarques, parce que je vais être très concis sur l'intelligence artificielle. 1, j'ai participé, quand j'étais chez IBM, aux prémices du laboratoire à Munich, qui effectivement s'appelle Watson, hein, puisque c'est le nom du créateur d'IBM. Et je sais qu'à ce moment-là, il y avait des velléités à embaucher énormément de chercheurs sur cette plateforme à Munich. Sur le second pas de l'intelligence artificielle, j'avais participé à une réunion au mois de janvier 2019 à Bâle avec les grands de la pharmacie bâloise qui étaient enclins à nous dire l'intelligence artificielle aujourd'hui doit être un des éléments de développement de nos produits et même d'inciter nos collaborateurs à comprendre qu'il y a un certain nombre de pas en avant que nous allons prendre dans les prochains temps qui nécessiteront de complètement transformer la façon dont nous mettons en place la production de nos médicaments, ce qui commence à arriver aujourd'hui auprès de ces grands de la pharma. Sur la partie, on a évoqué les robots intelligents. C'était une anecdote qui datait du début du mois de janvier 2000 dans mes différentes relations avec IBM. On avait constaté que 2 robots intelligents étaient dans une pièce, qu'ils commençaient à communiquer l'un avec l'autre, mais on ne sait pas ce qu'ils sont dit. Donc voilà un peu les commentaires sur l'intelligence artificielle. Et le dernier pavé sur Belfort, on réalise au courant de ce premier semestre 2021 un salon de l'IA. Donc c'est également très important aujourd'hui de passer une information au travers de l'IA. Merci à vous. Merci encore à toi, Enza. Merci d'être là, Daniel. Merci beaucoup. Anaïs. J'ai rien à ajouter. C'était des remarques très pertinentes. Merci. Daniel, le colloque sur l'IA, c'est évidemment en visioconférence ou en présentiel? Alors, pour l'instant, bien sûr, il faut mettre entre parenthèses le présentiel, comme c'est prévu en juin. De la même manière, il y a quelques jours de la semaine dernière était consacré à ce forum sur l'hydrogène qui devait être en présentiel et qui, en fin de compte, a été réalisé en digital. Donc, aujourd'hui, grand point d'interrogation sur tout ce qu'on peut mettre en œuvre au courant de ce premier semestre 2021. Merci vraiment beaucoup. Jean-Michel,
Bonsoir. Il faut allumer le micro. Le micro. Tu veux pas? Non? Bon, Jean-Michel, il faut allumer le micro. Bon, tant pis. Ouais, Ça y est. Excusez-moi. Oui, juste, moi je viens de l'autre côté de la frontière puisque je suis en Haute-Savoie. Je suis membre du Forum d'agglomération et je voulais signaler que la Romandie s'étendait au-delà de Carouge, vers le sud, si on peut dire. Moi, je voudrais insister sur l'aspect transparence et les boîtes noires. Ce qui me choque un peu, c'est qu'on a d'une part des algorithmes qui sont hermétiques, parce qu'ils sont maîtrisés par des sociétés privées, et les données sont réservées à des sociétés privées. Et quand on se pose la question de l'inégalité, à partir du moment où on part sur un modèle, ce que je peux résumer en disant à la Google, où la société qui collecte les données vend ces données sous forme d'abonnement, on peut aller que vers des problèmes d'inégalité. Pourquoi est-ce que cette société n'est pas simplement un prestataire, comme celui qui vend le matériel chirurgical à un hôpital, qui lui fait le métier et a les données? Donc, à mon avis, on est déjà parti en parlant de start-up qui vont faire des abonnements sur une voie typique de celle qu'on voit dans tous les autres domaines des GAFA. Et moi, je réfute complètement ce modèle économique parce qu'il nous conduit inéluctablement à des inégalités, c'est évident. Mais merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, on sent bien l'homme politique. Au fond, est-ce que ça doit être réglé par les politiques, par l'économie? Anaïs, votre avis dessus peut-être? D'ailleurs, cette start-up américaine dont je parlais, Forward, en fait, il me semble qu'elle a été développée par un ancien de Google. Donc, forcément, évidemment, le modèle économique de Google se retrouve dans cette start-up. Hein. C'est inévitable. Après, il faut le dire, hein, les GAFAM ont le dessus. Hein. Ils ont toutes nos données. Ça leur procure des énormes revenus et c'est difficile à... Je veux dire, ils gouvernent presque le monde. Hein. C'est triste à dire. Mais actuellement, mais est-ce qu'on accepte de durer comme ça? C'est un passage qui peut être temporaire. Et pour la santé, ils n'ont pas encore pris la main. Est-ce qu'on va les laisser faire? Ils se sont déjà bien lancés dans le secteur de la santé, hein, toutes les GAFAM. Hein. Au niveau des assurances, au niveau des données de santé, c'est vraiment du pain béni, hein, pour ces entreprises. Mais bien sûr, en ce moment, ils ne gouvernent pas au niveau du Covid, rassurez-nous. Mais c'est une autre question. David Bigan, Jean-Michel, lui, est responsable de l'antenne CDE de Chambéry. Bonsoir à tous. Bonsoir David. Merci bien pour ce thème très intéressant. Ayant passé de nombreuses données dans l'informatique, c'est un thème effectivement qui résonne bien pour moi. Et toutes les questions sont vraiment très pertinentes. Au niveau du droit aujourd'hui, Anaïs, vous parliez du droit de l'IA. Mais sauf mes connaissances certaines de ma part, l'IA aujourd'hui ne crée pas sa propre intelligence. Elle est préétablie par un code, un algorithme développé, mais elle n'est pas capable de créer son propre algorithme. C'est la question, David? Oui, tout à fait. Naïs? La question, c'est oui, évidemment, l'IA ne peut pas se créer elle-même. Hein, c'est des humains qui la créent. Mais la question, c'est quoi? C'est de savoir où en est la loi? Du coup, si elle ne crée pas sa propre intelligence, comment est-ce qu'elle pourrait être responsable du choix au niveau légal? Ah oui, moi, c'est pour ça que je disais que, à mon sens, pour l'heure, il ne se justifie pas de conférer un statut juridique à l'IA. La question se posera peut-être le jour où l'IA sera consciente et aura une volonté d'agir par elle-même. Donc, le jour où l'IA sera forte, ce qui n'est même pas sûr que ça arrive. Mais donc oui, moi, je ne suis pas du tout partisante de la création d'une personnalité électronique. Et c'est ce que je disais, il faut d'abord responsabiliser les êtres humains qui se cachent, et qui conçoivent et qui construisent et qui utilisent ces outils, ces machines, ces robots. Merci. Je crois que Xavier aimerait intervenir.
Oui, alors d'abord, il existe un logiciel d'IA qui s'appelle le GPT-3 et qui est capable de programmer et qui est en train de programmer le GPT-4. Donc, je pense qu'on est à la lisière de cette problématique. GPT-3 n'a pas conscience, Anaïs, tu as raison, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de programmer une IA. Et donc, on a déjà beaucoup de programmes en IA qui ont été aidés par de l'IA. Google Go est de ce type-là. Hein, le nouveau Google Go, qui dépasse l'ancien Google Go, a été programmé par l'IA. Deuxième chose, pour arrêter ces grands, et c'était des discussions d'avant, les GAFAM, comment est-ce qu'on peut les arrêter? En fait, il existe aux États-Unis une loi antitrust. On l'avait utilisée une fois dans le passé pour casser Rockefeller en 7 compagnies pétrolières, au moment où il dominait totalement le monde. Il est possible d'utiliser cette loi antitrust aux États-Unis pour casser Google en 7, 8, 10 parties, si on veut. Donc oui, on peut aujourd'hui, avec les lois qu'on a, casser ces monopoles. Merci. Trump ne l'a pas fait, on verra si Biden le fait, mais on peut le faire, oui, on peut le faire. Merci beaucoup, Xavier. Je vois avec terreur que cette heure avance à grande vitesse. Marisa Treccani, alors que tu es dans le domaine de la santé. Oui, santé, bien-être. Merci Enza. Moi, j'ai juste une question. Je pense c'est inévitable ce qui se passe, donc je ne vais pas me dire contre ou pour. Je vais juste faire une remarque qui me touche particulièrement. C'est un être humain qui, pour l'heure, programme ces logiciels, toutes ces technologies, jusqu'à ce que ce soit plus nécessaire. Comme vient de le relever, ça a déjà commencé. L'être humain fonctionne à travers des croyances, à travers quand même une intelligence émotionnelle. À quel moment les programmeurs de ces systèmes tiennent compte de ça, sauf quand c'est pour manipuler leurs achats, leur communication, leur façon de vivre? À quel moment on va mettre une limite? Parce qu'un être humain, ce n'est pas qu'une machine qu'il faut réparer. Il y a tout un fonctionnement individuel et, entre guillemets, humain, justement. À quel moment on en tient compte? Quelle sera la limite de tout ça? Anaïs? Alors oui, mais c'est pour ça qu'en fait, le médecin en lui-même, il ne va jamais disparaître. Hein. La relation entre le médecin et le patient, elle est essentielle. Et l'IA, elle est là pour faire des tâches qui peuvent être automatisées, par exemple, comme le radiologue, peut-être qui sera remplacé par l'IA, mais peut-être qu'il pourra plus se recentrer sur ses fonctions plus intimes, je dirais, avec le patient. Et donc, c'est pour ça que l'être humain, au final, il va jamais, enfin, les médecins et tous les métiers comme ça, ils vont jamais disparaître. La relation, elle est quand même hyper importante entre un médecin et son patient. Pardon, je veux juste encore dire quelque chose. Merci beaucoup, Anaïs, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est la médecine, aujourd'hui, elle a plusieurs façons de fonctionner, plusieurs techniques utilisées, plusieurs croyances de médecine, plusieurs médecines différentes. Et aujourd'hui, les grands lobbies, les grands monopoles sont détenus par la médecine allopathique en général. Donc, si on programme toutes ces machines dans cette même technologie, il n'y a plus de choix possible. Par rapport aux patients, je suis très partisane de dire on est tous responsables de ses choix et de sa vie. Pour moi, c'est une évidence. Mais à quel moment on aura le choix si tout fonctionne dans la même direction pour les mêmes lobbies marketing et les monopoles de médecine et médicaments? Après, sur le court terme, tous les médecins et tous les patients devraient avoir le choix de pouvoir, qu'une intelligence artificielle soit utilisée dans le cadre des soins. Le médecin, il pourra refuser d'utiliser l'IA, même s'il risque d'être un peu dépassé par les autres médecins. Et le patient, il devra être informé à chaque fois qu'une IA est utilisée dans le cadre de ses soins. Et s'il ne veut pas, l'IA ne sera pas utilisée. À court terme, en tout cas. Après, je ne sais pas comment ça va se passer dans 100 ans, mais c'est des droits fondamentaux des médecins et des patients. C'est dans la loi, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Moi, juste une petite phrase, c'est que j'ai l'impression que nos droits sont déjà largement bafoués en ce moment particulièrement. Donc, je me dis à quel moment ça va s'arrêter.
J'ai juste vu un film hier de l'intelligence artificielle et c'est très drôle parce que j'ai envie de dire l'art a fait comme fiction, ça finit toujours par arriver. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Merci beaucoup, Marisa. Alors bon, c'est vrai que le temps a passé très très vite, il est 19h33. Si ça va pour vous, on continue 5 minutes pour permettre vraiment à nos amis qui restent, mais vraiment, allez, 30 secondes, tous les membres du cercle se sont exprimés. Daudet, c'est ton prénom? Ça. Alors attends, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bon. Des mini-interventions et on fera un final avec Anaïs après vos interventions. Merci. Très rapidement, je suis donc Pascal Daudet. Je m'aperçois que le nom n'est pas bien doté, c'est Pascal Daudet plus exactement, et à l'invitation de Daniel Jakubczak, un ami. Sur la notion d'IA, juste une remarque comme ça, c'est sur la notion de liberté personnelle et de la prise de position et la prise de pression que peut avoir un ordinateur maintenant sur des décisions médicales. Et ça, j'avoue que ça me fait peur en même temps, quoi. Merci beaucoup de cette remarque. Islam, depuis l'autre côté de la Méditerranée, 20 secondes pour toi. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, merci Enza, merci à notre intervenante, notre panéliste de ce soir et à tous les présents. Effectivement, il y a deux choses qui font particulièrement peur. C'est un petit peu le cadre juridique. Je pense que tout ça va chambouler complètement la justice et les lois. Et puis d'un autre côté, on a l'impression que l'ombre d'Orwell plane toujours au-dessus de nous, c'est-à-dire tout ce qui est débordement vers l'eugénisme, etc. J'en parlais avec un ami qui est dans la recherche biomédicale en Algérie, dans tout ce qui est diagnostic et traitement du stress, et puis d'autres amis qui sont à Montréal, dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Je disais que je pense que c'est vraiment l'État qui doit revenir à son rôle de régulateur, pour autant qu'il n'y ait pas un mélange des genres du style World Company, pouvoir de l'argent, etc. Merci beaucoup. Évidemment, que de réflexion. Yaniv, je dis juste, Yaniv Benamou. On n'entend rien. On n'entend rien. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, je crois que c'est bon là. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je suis nouveau dans ce cercle. Je m'intéressais beaucoup à ce sujet. Je suis avocat et chargé de cours en protection des données à l'Université de Genève. Je ne veux pas prolonger trop le débat. Il y avait beaucoup de questions. J'ai juste mis une référence ici de réglementation plus stricte. Simplement une question à Anaïs, puisqu'en plus, après, elle conclura, que je remercie au passage pour son intervention. Vous avez parlé de cadre légal à adapter, et j'étais donc curieux de savoir ce que vous aviez à l'esprit comme adapter le cadre légal, et si spécifiquement vous pouviez évoquer les questions d'égalité de traitement, discrimination. Je crois que j'ai raté aussi cette intervention d'une personne qui parlait de ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait adapter si c'est possible? Merci. Merci. Anaïs, tout à l'heure, dans la conclusion, et la dernière personne que je vois à l'écran, c'est Henri Magistretti. Alors, bonsoir à tous. Je suis nouveau dans ce cercle, enfin non adhérent. J'ai vu une annonce sur LinkedIn sur cette conférence. Donc, diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Je me spécialise actuellement dans la gestion hospitalière. Donc, j'ai commencé début janvier, donc la semaine passée, une formation à l'Université de Genève en gestion hospitalière en collaboration avec les HUG. Donc voilà, tous ces nouvelles technologies, médecine préventive, médecine à domicile me passionnent et je sais qu'il y aura beaucoup de choses à faire et à innover dans le futur. Donc voilà, c'est pour ça que tout ce monde me passionne. Donc voilà. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors Anaïs, la conclusion, si conclusion il peut y avoir sur un thème qui ne va pas nous quitter. Oui, alors pour vous répondre, M. Benamou, donc, quand je parle de cadre juridique à adapter, c'est que typiquement pour la LRFP, on a déjà quand même des bases assez solides, mais après, il faudrait peut-être
préciser certaines notions pour qu'elles soient plus en adéquation avec l'intelligence artificielle. Typiquement, la notion de produit. On ne sait pas trop si les logiciels qui ne sont pas incorporés dans une structure physique entrent dans le champ d'application de la loi. Ce n'est pas précisé ni par la jurisprudence de l'Union européenne, ni par la jurisprudence suisse. Après, forcément, sachant que l'électricité est considérée comme un produit en vertu de cette loi, on espère bien que les logiciels le seront. Après, il y a aussi peut-être la notion de producteur qui est peut-être à affiner, à préciser, dans le sens où il y a tellement d'intervenants dans la production des logiciels et de l'intelligence artificielle. Et après aussi, ce problème de causalité, en fait, vu que le lien de causalité est si dur à prouver par la victime, est-ce qu'on ne devrait pas introduire des présomptions ou je ne sais pas. Et après, quand je disais qu'on avait un cadre juridique, on pourrait aussi s'inspirer d'autres régimes, comme la responsabilité des animaux. Il suffirait juste peut-être de l'étendre à l'IA, ou alors simplement créer un nouveau régime de responsabilité pour risque pour l'IA, comme on l'a fait depuis le début du XXe siècle pour toutes les activités à risque, comme les centrales nucléaires, les chemins de fer, les installations électriques, les véhicules. Donc voilà, il y a forcément des choses à repenser, mais on a quand même un cadre juridique. Les bases sont là, disons. Il n'y a pas un vide juridique. Merci mille fois, c'était passionnant, Anaïs. On ne peut que vous applaudir, vous remercier. Merci beaucoup. Dieu, ce qu'on aimerait vous offrir un verre maintenant, mais deux parties remises. Merci beaucoup. Il va y avoir la photo souvenir qui paraîtra sur les réseaux sociaux. Alors, merci pour ceux qui se cachaient de venir au moins sur la photo. Et vous rappelez, parce que ce thème, finalement, est très, très impliqué avec celui que nous avons traité l'année dernière sur l'intelligence artificielle mérite-t-elle un statut juridique? Et vous pouvez retrouver toutes ces conférences, vous pouvez si vous les avez manquées, sur notre chaîne YouTube du Cercle des dirigeants d'entreprise. Voilà, vous avez toutes les coordonnées sur notre site. Et Julien Boucher est très attentif à ce que tout se passe bien. Vous n'hésitez pas à le bombarder de questions. C'est lui le grand spécialiste que je remercie au passage. Alors, on va faire notre photo. Ah oui, non, auparavant, quand même. Un sondage, Julien? Est-ce que vous avez été content? Merci de mettre des petites croix où il faut. Voilà, si c'est fait. Peut-être aussi, si tu as la gentillesse, Julien, de mettre le programme de fin janvier-février. Et nous pouvons nous revoir d'ailleurs ce jeudi avec une conférence, une visioconférence assez décoiffante. Julien, voilà. Ça va arriver. Voilà, les 3 prochaines conférences, non, les 6 même, les 5. Alors jeudi, est-ce que nous serions manipulés? C'est Monique Salaz, docteur en neurosciences, qui nous en parlera. Lundi, d'après, c'est l'éducation nous emmène-t-elle vers un monde dystopique? C'est absolument effrayant à mon avis. Ça sera une conférence incroyablement intéressante. Et puis, nous allons commencer une série rapide pour vous présenter les candidats au Conseil d'État genevois. Vous savez que nous avons une partielle en mars et il est encore au Conseil d'État. Les conseillers d'État, c'est Pierre Maudet. Il vient nous expliquer jeudi 28 janvier pourquoi il se représente.
Et le reste, je vous laisse l'apprendre par cœur. De toute façon, vous le trouvez sur notre site. Merci beaucoup, Julien. Voilà, je vous retrouve avec plaisir. Est-ce que tout le monde est là? Je vous propose toujours une photo déjantée. C'est parce que Magali nous la demande à chaque fois. Mais vous pouvez rester sérieux. En fait, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas sérieux, ça nous ravit. C'est bien sûr celle-ci qui va passer sur les réseaux sociaux. Mes remerciements à toutes et à tous de vos interventions passionnantes. Je me réjouis de vous retrouver. Anaïs, vous êtes juste brillante. Merci de nous avoir fait partager ce moment. Merci à Julien, notre photographe attitré. Et 1, 2, 3. Je crois que c'est bon. Enfin, c'est tout bon. Merci beaucoup. Alors, on va couper l'enregistrement. Merci Xavier d'avoir